Alors, je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des personnes, une petite poignée qui m'ont juste croisé sur le web, lu quelques posts et qui ne savent pas trop qui je suis. Et les autres, ce sont des amis ou des professionnels de santé avec qui je travaille ou des personnes qui sont sur d'autres projets avec moi. Donc, en fait, moi, je suis Eva Urestarazu, je suis thérapeute holistique depuis pas mal d'années. Et à côté de moi, c'est Valérie Bonneto, c'est une consoeur qui est spécialisée dans tout ce qui est massothérapie équine, soins naturels depuis des années. Et elle partage avec moi des solutions auprès de son réseau pour qu'on soit tous en meilleure santé. Et elle est spécialisée dans la santé cellulaire et la micronutrition. Moi, je suis plutôt dans l'approche de la santé dans sa globalité et non pas dans la maladie, puisque c'est le rôle des médecins, des pharmaciens de s'intéresser à la maladie. Dans l'Occident, c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, il y a des exceptions. Vous avez même la chance d'avoir un professionnel parmi les personnes qui écoutent et qui savent comment tout ça fonctionne et qui s'intéressent également en amont de la maladie, c'est-à-dire comment elle se déclenche, pourquoi, comment. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout tout ce qui est oriental, la prévention santé, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dès la naissance pour qu'on soit en bonne santé le plus longtemps possible. Et en fait, une fois que vous avez les réponses, vous vous rendez compte que c'est simple, c'est basique, ça peut s'appliquer tous les jours et ce serait quand même bête de s'en passer. Parce qu'en Occident, malheureusement, on fait tout l'inverse. Non seulement on n'applique pas ces règles de base, mais on s'abîme au quotidien, notamment avec l'eau, et je vais vous le démontrer. Et à force de s'abîmer, la maladie s'installe évidemment. Donc, je vais vous présenter dans cette conférence des années de recherche. Alors, ça paraît prétentieux, mais c'est juste 1 heure par-ci, 10 heures par-là, etc. Pendant des années, j'ai cumulé tout ce que j'ai trouvé sur le web. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'en fasse une conférence, il faut vraiment que je partage mes recherches comme un journaliste le ferait. Donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un professionnel de santé comme on l'entend en Occident. Ce sont juste des recherches, tel un journaliste qui va partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, pour les questions très pointues, scientifiques, médicales ou autres, évidemment, je ne suis pas censée y répondre, mais néanmoins, je pourrais vous fournir des liens et des informations qui vous permettent d'aller vérifier mes sources qui sont soit scientifiques, soit médicales, soit journalistiques. Donc, voilà, c'est ce sur quoi je me suis reposée. Et puis, en 2 mots, dans ma façon de travailler, donc je m'intéresse à la fois à la médecine préventive et à la fois à la posture mentale, puisque je suis dans la psychologie et la santé. Donc, c'est logique et comme on sait, c'est intrinsèquement lié. On ne peut pas séparer le psychisme du corps. C'est lié à tout point de vue, les émotions, la maladie, etc. Et moi, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est le comportement humain. Donc, pourquoi on pense comme ça, pourquoi on agit comme ça, dans tout sous son ensemble. Ça peut être la psychologie, ça peut être l'ingénierie sociale, la sociologie. Moi, j'aime bien comprendre pourquoi l'humain pense et agit comme ça. Et ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'il y a une véritable corrélation, évidemment, entre le psychisme et la maladie, et que la posture mentale est à l'origine de 80% des pathologies. Donc, c'est-à-dire que la façon dont vous pensez, dont vous ressentez les choses, les émotions sont liées également à la posture mentale, ça provoque des maladies. Donc, faites-y bien attention. Je voulais parler vite fait, en 1 minute maximum, pourquoi j'en suis arrivée à l'eau par rapport à ma santé. Il y a 4 ans, j'ai, dans la même année, accumulé 3 hernies discales et un burn-out. Donc, qu'est-ce que mon esprit dit et qu'est-ce que mon corps exprime? C'est un mal-être, un dysfonctionnement puissant, tellement important, c'est un tel déséquilibre que le corps a dit stop, je t'envoie des signaux, tu ne m'écoutes pas, je vais te bloquer, tu vas réfléchir et tu vas changer des choses. Donc, j'ai fini par l'écouter, évidemment, à un moment donné. Et c'est ce qui m'a permis de creuser encore plus la relation entre les émotions, le psychisme et la maladie. J'ai encore plus creusé la médecine chinoise. Et quand vous comprenez qu'en fait, tous les organes sont reliés à une émotion, etc., j'ai essayé de comprendre dans mon hernie discale quels étaient les disques, les vertèbres qui avaient été touchés. Les émotions, c'était exactement ce que je vivais. Exactement. Trahison et colère. Donc, j'ai trouvé la médecine chinoise juste fabuleuse, magique, et j'ai beaucoup creusé le sujet. J'invite tout le monde
à se renseigner, ne serait-ce que sur les images dans Google, pas besoin de faire comme moi, c'est vous écrivez relation entre émotion et maladie, médecine chinoise, et là, vous tombez sur plein de choses magiques. Rien que ça, déjà, ça vaut le détour. Donc, ce que je dis souvent en thérapie, c'est que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc faites bien attention à tous les déséquilibres que vous pouvez créer dans votre corps et votre posture mentale. Et donc, comment j'en suis arrivée à l'eau? C'est-à-dire que j'ai fini par, au-delà de la médecine chinoise, compris ce qu'était pour eux l'importance des organes, des émotions. Et donc, forcément, quand on tire comme ça la ficelle, on arrive à l'eau, même si ça n'a pas de corrélation directe. On arrive à l'eau et on comprend en fait que l'eau est la première composante du corps. Et il n'y a pas que l'alimentation qui est importante, il y a l'eau. Et je dirais même plus que c'est la composante numéro 1. Personne n'en parle, bizarrement, et pourtant, je vais vous le démontrer, si vous négligez la qualité de l'eau que vous buvez, inutile de vous intéresser à manger bio, à prendre des compléments alimentaires, à bien dormir, à faire du sport, parce que tout ça n'aura pas du tout le même impact avec une mauvaise eau. Vous changez l'eau, vous pouvez même arrêter tout le reste. J'exagère, mais c'est presque ça. Donc, faites bien attention à tout ce que je vais vous dire. Vous allez découvrir l'importance de l'eau dans le corps. Alors, on est d'accord qu'au-delà de l'alimentation, c'est l'eau qui est notre première médecine. Beaucoup de personnes comme vous se soucient certainement de ce que vous mangez. On sait que la nourriture est un facteur essentiel à votre santé. Donc, je suppose que certains d'entre vous ont entendu parler d'Irène Grosjean, du professeur Joyeux, du docteur Tal Chalère, qui est en Suisse, pas loin de chez moi. Michael doit sûrement l'avoir croisé, il est juste à côté, ou encore Marion Kaplan. Certains se disent, tiens, ah bon, il y a des découvertes dans le monde médical sur la flore intestinale, allons voir ce qui se passe là-dedans. Tiens, les huiles essentielles, l'homéopathie, la phytothérapie, la micronutrition, blablabla. Et les gens fouillent un peu, ils prennent ce qui leur convient, mais alors, on ne trouve pas d'infos sur la qualité de l'eau que l'on boit. Étonnamment. Donc, vous pouvez bien consommer toute la nourriture la plus saine, la plus équilibrée qui soit. Comme je disais tout à l'heure, prendre des compléments alimentaires, faire du sport, du yoga, bien dormir, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats que si vous filtrez votre eau. Alors, quand Hippocrate, médecin grec de l'Antiquité du 5e siècle, disait que ton alimentation soit ta première médecine, il ignorait qu'après l'ère industrielle, nos eaux seraient polluées, donc on ne pourrait plus aller boire l'eau à la source. Et donc, il aurait très certainement spécifié que ton alimentation et ton eau soient ta première médecine. Donc, je vais vous expliquer dans cette petite conférence combien elle est primordiale. Alors déjà, on va se baser sur les 5 piliers de la santé cellulaire, qui a été démontré par les docteurs Jean-Louis Vidalot et René Olivier, qui est une de mes références. Et donc, vous verrez bien à l'écran un arbre qui a été dessiné par leur éditeur pour expliquer ce que c'est que la santé cellulaire. Elle repose sur 5 piliers. C'est important que vous les entendiez et que plus tard, si vous le souhaitiez, fassiez des recherches là-dessus, vous acquaissiez, on dit acquérir, oh, le français est difficile, que vous l'achetiez, voilà, ça sera plus facile. Donc, vous avez d'abord l'hydratation, l'eau, on vient d'en parler, donc il faut absolument que l'eau soit hydratante pour le corps et les cellules, et je vous expliquerai tout à l'heure comment elle le devient. L'énergisation, c'est pour augmenter l'énergie, on sait qu'on est énergie, il ne faut pas l'oublier, eau et énergie. La communication, c'est tout ce qui est intracellulaire, intercellulaire, entre organes, il faut voir qu'il y a une très bonne communication, et ça passe par quoi? Ça passe par l'eau. La détoxification, c'est fournir des antioxydants et des antiradicalaires de haute qualité à notre corps. Et puis la cellule, c'est son rôle numéro 1, c'est de détoxifier le corps. Donc, il faut vraiment travailler la détoxification du corps tout le temps. Et puis la micronutrition, c'est ce qu'on apporte au quotidien à notre corps. C'est ce qu'on appelle aussi les compléments alimentaires. Parce que malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on mange est tellement appauvri que notre corps est mal nourri. Donc, on est obligé de l'aider, on n'a pas le choix. Donc, comment ces médecins sont arrivés à créer la santé cellulaire? C'est qu'ils se sont dit qu'ils sont partis du constat que la planète était soumise à une croissance exponentielle de pollution de toutes sortes. Vous en avez tous entendu parler, hein, les sols, l'eau, l'air, etc. Donc, ils se sont dit, bon, puisqu'on est tous attaqués par ces pollutions, qu'est-ce qui se passe dans le corps? On se rend compte que chacune de nos cellules est directement impactée, d'où la santé cellulaire. Donc, ils sont partis de la cellule. Hein, souvenez-vous, au départ, on était une cellule qui s'est divisée.
Donc, ils sont reposés tous leurs travaux et leurs recherches sur la cellule. Et donc, comment remédier à ces situations de carence ou de stress? Comment lutter contre l'action délétère de ces phénomènes oxydatifs et des radicaux libres? Et comment aujourd'hui apporter des solutions de santé, etc. Et donc, sont penchés également sur la spiruline et la phycocyanine. Et je vous conseille vivement de faire des recherches sur la spiruline, la phycocyanine, ou me demander à moi personnellement, je vous expliquerai avec grand plaisir. C'est prévu qu'on fasse aussi une conférence sur ça. C'est devenu aujourd'hui des compléments alimentaires extrêmement puissants avec des vertus exceptionnelles que je vous encourage vivement à regarder et puis à consommer. Et tout à l'heure, Michael, on l'a vu, il buvait un verre d'eau bleue, mais en fait, il boit de la phycocyanine. Alors, je vais vous donner quelques chiffres sur l'eau. Donc, comme vous le voyez, on est composé en moyenne de 60% d'eau. Quelques petits chiffres intéressants. 99% de l'eau du corps est renouvelée en 50 jours. Si on en perd 1%, on a soif. Si on en perd 10, ça nous conduit à des hallucinations. Et si on en perd 15, on meurt. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et puis, beaucoup de gens le savent, hein, si on reste 3-4 jours sans boire, on meurt. Par contre, on peut rester un mois sans manger. Alors, souvent, on entend cette question, combien il faut boire d'eau par jour? Alors, il est écrit, conseiller 1,5 à 2 litres par jour. Donc, 2 litres pour ceux qui ne mangent pas beaucoup de fruits et de légumes, pour compenser. Mais très honnêtement, pour moi, la question, elle est mal posée. C'est plutôt quelle eau bois-tu et non pas combien tu bois. Puisque si tu bois une mauvaise eau, ça ne sert à rien. Est-ce que vous savez que 80% de toutes les maladies du globe sont associées à l'eau? On pense que c'est les pays pauvres, hein, le Bangladesh, l'Afrique. On se dit, oh là, les pauvres, ils boivent de l'eau pas filtrée comme nous, ils n'ont pas la chance d'avoir l'eau du robinet. Mais en fait, figurez-vous que l'Occident est compris dans ces 80%. Alors, on va faire un petit test. Chacun va écrire sur le clavier une lettre. Donc, ceux qui boivent de l'eau du robinet vont taper un R. Ceux qui boivent de l'eau en bouteille vont taper un B. Ceux qui filtrent l'eau, quel que soit le système, mettez un F. Et pour ceux qui habitent au milieu de la forêt tropicale au Brésil et qui boivent de l'eau de la rivière avec les crocodiles, vous écrivez un A. C'est-à-dire qu'aucune des solutions que je propose ne correspond à vos habitudes. Et puis Valérie, elle va nous dire dans le chat. Alors Eva, je ne sais pas Moi. où J'y vais moi alors. Eva, tu m'entends? Oui. Où est-ce que je dois chercher les lettres? Désactiver le son, arrêter la vidéo, partager, participant. Alors, tu as au milieu, dans le menu, il y a marqué une bulle discussion. J'en vois 8 d'ailleurs, je vais cliquer dessus. Et chacun est en train de mettre une lettre. Ben, moi, je ne l'ai pas. Hein. Toi, tu n'as pas de discussion? Non, pas du tout. C'est pas grave, on va le retenir. Toi, c'est R, je crois, non? Moi, c'est R. Non, pas du tout. Non, c'est B. B? Ouais. Oui, enfin R, on va dire que c'est pour tout le monde, parce que même quand on cuisine et qu'on se lave les mains, on utilise R et qu'on prend une douche. Ouais, mais par contre, le B, toi, c'est on évite l'eau de Paris et on boit l'eau en bouteille. C'est ça. Et puis R, j'ai envie de te dire que l'eau, elle est quand même bouillie quand on la cuisine. Donc, est-ce qu'elle a les mêmes... Le fait est qu'elle soit bouillie. Bon, après, on posera peut-être des questions après. Je te laisse. C'est comme le lait, on en reparlera avec plaisir, Nathalie. Parce que n'hésitez pas à écrire les questions dans un coin si vous en avez plusieurs. Faut pas les oublier, puis je tenterai d'y répondre comme je le pourrais. Après, je sais qu'il y a des personnes dans les auditeurs qui ont de vraies compétences et de grandes connaissances qui pourront éventuellement intervenir si elles le souhaitent, si je n'ai pas la réponse. Alors, si je regarde, la majorité, c'est... Filtre. Ouais. Mais tout le monde n'a pas répondu, si. Il y a un peu de tout, mais c'est peut-être le F qui l'emporte. Et après, c'est R. D'accord, ok. Alors, du coup, on va parler de l'eau du robinet, pour ceux qui en boivent. On se remet en plein écran. Moi, je me mets... Hop.
Alors, j'en ai un peu de concentration parce que pour ceux qui l'ignorent, ça va être un choc. Je vais vous dire tout ce qu'on trouve dans l'eau du robinet. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un cadeau empoisonné. Qu'est-ce qu'on y trouve? Divers polluants. L'aluminium, c'est démontré d'ailleurs que ça favorise la maladie d'Alzheimer. Des nitrates, des pesticides, du radon, c'est un gaz radioactif d'origine naturelle, qui est d'ailleurs cancérigène. Des médicaments, du chlore, évidemment, tout le monde le sait, des métaux lourds, des résidus de traitements hormonaux, des antibiotiques, du graphène, du fluor, du plomb, de la radioactivité, etc. Voilà, ça fait mal. Moi, je ne vous cache pas que depuis que je suis petite, je bois l'eau du robinet. Donc, ça ne fait pas longtemps que je suis passée à un système de filtration sérieux. Je le regrette, mais c'est comme ça, mieux vaut tard que jamais. Donc, pourquoi l'eau du robinet est-elle néfaste en dehors de tout ce que je vous ai cité? C'est parce qu'en fait, tous ces résidus viennent du rejet des eaux usées. Tout est mélangé. Élevage d'animaux, utilisation ménagère, médicaments, hôpitaux, tout va au même endroit. Et étonnamment, il n'y a aucun moyen pour séparer tout ce qui est élevage, hôpital ou tout ce qui est utilisation ménagère. Il n'y a pas de séparation, tout arrive au même endroit. Et conclusion, quand on étudie l'eau de ces systèmes de traitement, on y trouve par exemple des résidus de pilules contraceptives. Et puis, évidemment, on y trouve quoi? Des antidépresseurs, des neuroleptiques, des antalgiques, tout ça, ça vient des hôpitaux principalement. Et au-delà de tout ça, ça a vraiment un véritable effet néfaste sur l'écologie, en dehors de notre santé, c'est qu'en fait, ça féminise les poissons. Ils sont tous voués à disparaître parce que des scientifiques au Canada ont trouvé un lac. Ils y ont mis des poissons, ils y ont balancé, juste pour le test, tout ce qui est résidus hormonaux, etc. Et ils se sont rendus compte qu'au bout de 7 ans, dans un lac fermé, tous les poissons sont morts. Ils ont tous été féminisés, donc impossible de se reproduire, évidemment. Alors, je vais faire un petit aparté sur le chlore. On a l'habitude d'avoir du chlore à la piscine, dans le robinet. On se dit, bah oui, bah, c'est fait pour nettoyer les bactéries, pour les tuer, pardon, pour nettoyer l'eau et tuer les bactéries, mais pas que. Ça sert aussi à augmenter le pH. Pourquoi? Pour protéger les conduites d'eau. Parce qu'un pH négatif ronge la tuyauterie. Donc, pour ne pas qu'elle soit rongée, on la passe à 7 et on la passe à 7 avec du chlore. Donc, voilà. Et pas de chance, le chlore, c'est un perturbateur endocrinien. Deux petites infos sympathiques. Par exemple, l'UFC explique que les pesticides sont toxiques à très faible dose et sur une exposition à long terme, évidemment, les effets sont décuplés. Et au minimum, on a des dérangements intestinaux ou des affections intestinales plus graves. Sinon, il a été démontré que suite à l'exposition au plomb, ça entraîne chez les enfants un retard du développement intellectuel. C'est quand même pas rien. Et pourtant, 8 Français sur 10 font confiance au robinet, alors qu'elle est néfaste pour la santé à long terme. Alors, je voudrais faire une aparté également sur l'eau que la peau boit, parce qu'on ne boit pas qu'avec la bouche, mais on boit aussi avec la peau. Et donc, forcément, à chaque fois qu'on prend une douche, l'eau boit. Et j'ai entendu récemment que si on prend 10 minutes, une douche bien chaude, la peau boit. Valérie, tu me dis si je me souviens bien du chiffre, 1 litre d'eau, c'est ça? Oui. Ouais, 1 litre d'eau. Alors, c'est-à-dire que vous buvez chaque jour, si vous prenez 10 minutes de douche chaque jour, vous faites boire via la peau de l'eau du robinet. Donc, ça passe un peu partout, quoi. Alors, il existe évidemment des solutions pour éviter de boire par la bouche l'eau du robinet et éviter d'apporter à son corps l'eau du robinet pendant la douche. Donc, Valérie a fait des recherches pour vous et elle vous parlera de solutions qui existent. Et puis, autre remarque aussi, la cuisine. Si des gens me disent « Non, mais moi, je ne bois pas l'eau du robinet, moi, je bois la bouteille. » Ah, très bien. Et alors, tu cuisines avec quoi? Avec une bouteille d'eau? Ah ben non, je prends l'eau du robinet. Ah, et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour enlever les pesticides, le chlore et tout ce qu'il y a dans l'eau?
Ah, alors ça, je ne savais pas, je l'ignorais, ou je pensais, comme disait Nathalie, que si je fais bouillir l'eau comme le lait, on tue les bactéries. Ce que je vais vous mettre maintenant, c'est une courte vidéo qui va vous montrer ce qui se passe quand on rince ses mains ou un fruit ou un légume avec l'eau du robinet pour vous démontrer qu'en fait, ça nettoie rien du tout et que tous les pesticides et le chlore restent accrochés dessus. Et donc, on l'ingère. Nous allons voir dans cette vidéo comment les contaminants présents dans l'eau du robinet atteignent notre organisme. Salut, moi c'est Fanny. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont déjà posé la question. Quelles sont les pollutions présentes dans l'eau que nous consommons tous les jours? Je vais vous citer les principales. Les pesticides en zone rurale, le plomb et l'aluminium en ville, et dans tous les cas, le chlore et les résidus médicamenteux. Les effets sur la santé vont de la sécheresse de la peau jusqu'au risque de cancer. Nous absorbons ces polluants par le biais de la douche, de l'eau que nous buvons, mais aussi des aliments que nous cuisinons ou que nous lavons. Et je vais vous montrer cette petite expérience. Je vais mettre de l'eau du robinet dans ces 3 récipients, donc de l'eau qui contient du chlore. Et à l'aide d'un réactif, vous montrer comment le chlore est absorbé par les aliments ou par le corps. Je remplis mes carottes avec le liquide. L'eau du réseau est traitée à l'aide de chlore, plus ou moins présent selon les régions. Je remplis donc mes verres avec l'eau du robinet. Nous allons à présent effectuer le test du chlore, c'est-à-dire que nous allons visualiser, à l'aide d'un réactif, si le chlore de l'eau du robinet est toujours présent dans le verre ou s'il en a été retiré. Le premier verre contient l'eau que nous buvons. Nous allons vérifier s'il y a présence de chlore. Dans le second verre, qui contient donc également du chlore, nous allons tremper quelques secondes une pomme de terre, comme lorsque nous lavons nos fruits et nos légumes. Nous allons vérifier, à l'aide d'un réactif, si le chlore est bien resté dans le verre ou s'il s'est déposé sur le légume. L'eau reste transparente, donc tout le chlore est passé de l'eau au la pomme de terre. Notre troisième verre, contenant toujours de l'eau du robinet chlorée, représente nos bains et nos douches. En trempant ses doigts, Fanny va vérifier si le chlore est resté dans le verre ou s'il a été immédiatement absorbé par sa peau. L'eau est également transparente, donc tout le chlore a été absorbé par mon corps. Voilà, ça parle d'elle-même, la vidéo. Alors maintenant, je vais parler aux gens qui boivent de l'eau en bouteille, qu'elle soit gazeuse ou plate. Et la question, c'est pourquoi on croit que l'eau en bouteille est meilleure? C'est parce que la publicité est très puissante. Alors, chacun son tour, n'est-ce pas? Maintenant, c'est au tour de ceux qui boivent de l'eau en bouteille. Et je vais vous surprendre. Selon une étude menée par l'association Agir pour l'environnement, 7 bouteilles d'eau sur 9 contiennent des microplastiques. On ingère 5 grammes de plastique par semaine, tout plastique confondu. Mais je l'ai rajouté, même si on ne voit pas forcément de l'eau en bouteille, parce qu'on le peut faire à travers des tupperwares, à travers des contenants en plastique de tout genre, il n'y a pas que les bouteilles. Mais c'est bien de savoir qu'il est démontré qu'on ingère 5 grammes de plastique par semaine. Ça représente une carte de paiement, 5 grammes, c'est quand même parlant. Et puis, cette étude a également mis en lumière que 40 particules se trouve dans une bouteille d'eau de 33 centilitres pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants, moi, je serais vous, j'éviterais de leur acheter des petites bouteilles d'eau. Donc, en raison d'une moyenne de 131 litres d'eau embouteillée consommée par an, un enfant est donc susceptible d'ingérer pour ce simple usage plus de 16 000 microparticules de plastique chaque année. Donc voilà, je pense que vous avez compris qu'il vaut mieux acheter une gourde en fer. Pour les moins jeunes comme moi, se souviendront que papa et maman nous achetaient des gourdes en métal.
Et donc, je pense que ce serait bien de revenir aux bonnes vieilles méthodes. D'autres études diverses et variées ont révélé la présence de microplastiques dans le sang, le cerveau, les intestins, le placenta des bébés à naître, les matières fécales des adultes et des nourrissons. Vous entendez bien? Nourrissons. Ils sont sur Terre depuis quelques jours, quelques semaines, et on en trouve dans leur selle. Et selon une étude réalisée par d'autres chercheurs qui viennent du Missouri, un des multiplastiques de notre environnement, qui est le bisphénol A, et vous découvrirez lequel c'est, je vous laisse un peu de suspense, ça a des effets négatifs sur 3 générations. Donc le plastique, ce n'est pas automatique et ce n'est pas notre ami. Alors ensuite, on va faire une petite aparté sur les perturbateurs endocriniens dont on est tous plus ou moins malheureusement victimes. Pour ceux qui ont oublié ou ne savent pas ce que sont les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules chimiques dont l'action engendre un déséquilibre de notre système hormonal et donc forcément à court, moyen ou long terme, ça a des effets néfastes sur notre santé. Et les premiers symptômes, c'est obésité, infertilité, hyperactivité. Ils peuvent aussi être la cause de développement de certaines maladies graves comme le diabète ou le cancer. Et donc, on va faire un focus sur les 7 perturbateurs endocriniens les plus courants. C'est une aparté qui me semble importante, même si on ne trouve pas tous ces plastiques dans une bouteille d'eau, mais on est tous amenés à les toucher, les utiliser au quotidien. Vous avez dans les perturbateurs endocriniens, les pesticides, le téflon qu'on trouve dans les poêles, tout le monde connaît le Tefal, c'est d'où le nom, les additifs alimentaires, le fameux bisphénol A qu'on trouve dans les Tupperware, et puis d'autres plastiques. Donc, j'ai trouvé cette image très parlante parce que, ben voilà, on sait tout de suite où sont les plastiques qui nous entourent, les produits ménagers, le dentifrice, voilà, tout ce qu'on mange, les pesticides, bref. On ne se rend pas compte, ça fait partie de notre quotidien et tout ce qui est invisible, évidemment, ne nous permet pas de voir si c'est dangereux ou pas. Est-ce que vous savez que l'eau minérale des bouteilles en plastique contient 2 fois plus d'hormones, féminines ou masculines, que celles stockées dans des bouteilles en verre ou même l'eau du robinet? Il y a des toxicologues de l'université de Goethe à Francfort qui ont découvert que tous les emballages de bouteilles contiennent du PET. C'est le nom qu'on donne, un nom scientifique élaboré, polyéthylène terephthalate. Voilà, donc on s'est mieux de dire PET, on est d'accord. Donc, il sert à quoi ce PET? En fait, il sert à permettre au plastique d'être transparent. Quand vous achetez une bouteille d'eau, vous voyez l'eau. Ça permet sa résistance au choc dans les transports. Ça permet son faible poids, parce qu'évidemment, si on met 1 kg de plastique, ça ne va pas faire. Votre bouteille d'eau, elle est 2 fois plus lourde. Son imperméabilité à l'eau, il ne faut pas que l'eau s'échappe, au gaz, pour l'eau gazeuse, et aux arômes. Voilà, donc malheureusement, secret industriel oblige, les toxicologues ont toutes les peines du monde à obtenir la composition précise de ce fameux PET que tout le monde utilise. Je vais vous faire à nouveau un petit break reportage de RMC, ça dure une petite minute. Ils ont essayé d'alerter les gens sur l'environnement du plastique et les conséquences sur la santé. Je vous dévoile, RMC, chaque semaine, nous ingérons en moyenne 5 grammes de plastique pour vous donner une idée. C'est l'équivalent d'une carte de crédit, la faute aux bouteilles d'eau. Garance Munoz, l'association Agir pour l'environnement, révèle que 78% de ces bouteilles contiennent de microparticules de plastique. Sur 9 bouteilles d'eau testées, 7 sont contaminées au microplastique. Or, ceux-ci ne se dégradent pas une fois dans notre organisme. Bien au contraire, explique Nathalie Gontard de l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Notre corps n'est pas équipé pour s'en débarrasser. Les enzymes ne vont absolument pas attaquer ce plastique qui va perdurer jusqu'à notre mort et ensuite créer des déséquilibres, des destructions cellulaires, des cancers. Même si ces dangers sont encore difficiles à chiffrer, le principe de précaution devrait être respecté, alerte Stéphane Kerkhoff, directeur d'Agir pour l'environnement. On assiste des industriels qui continuent à mettre sur le marché massivement
sans jamais s'intéresser aux effets potentiels de la migration des microplastiques. En France, ce sont presque 9 milliards de litres d'eau en bouteilles qui sont vendus chaque année, un scandale sanitaire d'après lui. On demande à ce que les publics sensibles, femmes enceintes, bébés, enfants, ne soient plus exposés à de l'eau embouteillée en plastique. On a vu d'ailleurs dans notre analyse, c'est une bouteille destinée aux enfants qui est concentrée le plus de microparticules et une interdiction générale des bouteilles plastiques et des plastiques à usage unique d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2027. Les buveurs d'eau en bouteille concentrent 22 fois plus de microparticules que les buveurs d'eau au robinet. Ouais, précis. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Qu'il déconseille totalement, il aimerait qu'on arrête de donner de l'eau en bouteille aux enfants, aux femmes enceintes, quoi. C'est quand même sérieux, non? Pour lui, c'est un enjeu de santé, hein. Mais carrément de santé publique, quoi. Donc, on a parlé des perturbateurs endocriniens, on a parlé du plastique qu'on a dans les organes, dans le sang, dans les selles. Je suis tombée sur un rapport parlementaire de 2019, ça commence à dater, et ils estimaient déjà à l'époque que c'était très préoccupant l'exposition aux perturbateurs endocriniens qui étaient présents dans les contenants en plastique. Bon, je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose, je ne pense pas, mais on sait bien que tout ça, ça entraîne des pathologies graves, et ça a été confirmé par de nombreuses auditions de scientifiques et de médecins. Donc, évidemment, les auteurs du document parlementaire estiment qu'elle constitue un enjeu majeur de santé publique. Et donc, les personnes les plus sensibles, évidemment, sont les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants de bas âge et les adolescents. Les adolescents par rapport à la croissance. Donc, ces particules de plastique ont des répercussions sur notre santé et sur notre planète. Les conséquences écologiques sont très visibles et donc dramatiques. Je vais vous donner quelques chiffres qui devraient marquer vos esprits. Les Français, je ne parle que de la France, produisent en moyenne 354 kilos de déchets par an et ils consomment 139 litres d'eau en bouteille en plastique. Alors, je me suis intéressée à la bouteille en plastique. On fait comment pour fabriquer une bouteille en plastique? Dis, papa. Eh bien, c'est simple. On va prendre du pétrole, du charbon, du gaz, 2 litres d'eau pour faire une bouteille d'1 litre. Mais évidemment, c'est logique. Et puis, on va faire quoi? On va fabriquer des résines plastiques, on va créer un moulage, on va faire du nettoyage, du remplissage, de l'entreposage, de la mise en packaging, de l'acheminement vers les grandes surfaces. Et puis, le portage, le fameux portage maison, on scoltine des litres et des litres d'eau pour les stocker dans le garage. Sans compter le recyclage et la pollution en décharge, en incinérateur. Et oui, le plastique, ça libère des toxines dans l'air qu'on respire, dans un centre de recyclage et dans la nature. Et oui, 1 million de bouteilles en plastique sont achetées dans le monde chaque minute. Et donc, nos déchets plastiques inondent l'Asie du Sud-Est. On n'en veut pas, on ne veut pas les garder. Et nous, on les écrase. Nous avons les containers, on envoie ça à l'autre bout de la planète. Débrouillez-vous avec nos poubelles. Et donc, 79% de tout le plastique produit se ramasse dans les décharges ou dans la nature. Et qu'est-ce qu'on trouve le plus? C'est les bouteilles d'eau en plastique. Quant aux oiseaux, évidemment, ça mange du plastique. Et puis, ça s'étouffe et ça meurt. Tu peux faire voir la... Ouais. Et le plastique également, ils sont pour pouvoir disparaître de la planète définitivement, il faut compter 1000 ans. Alors, je vais bientôt finir avec les poubelles. J'espère que les bouteilles. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimés par les mauvaises nouvelles. Si vous pensiez que c'était bien de ne pas boire l'eau du robinet, de boire l'eau en bouteille, vous allez vous rendre compte par rapport à un petit reportage que je vais vous passer, que pour ceux qui boivent les bouteilles fabriquées par Nestlé, donc Vittel de mémoire, Evian, etc., eh bien, sachez qu'en fait, ils sont en train de pomper la nappe phréatique de la ville de Vittel, à tel point que la commune va devoir importer de l'eau potable de villages voisins. Et depuis près de 30 ans, la multinationale a noyauté le territoire. Il régente le développement économique et agricole de tout le coin. C'est l'objet d'ailleurs d'une enquête pour corruption aujourd'hui. Donc, je vous laisse, Nathalie, vous faire découvrir ce mini reportage sur ce qui se passe en ce moment avec Nestlé.
Moi, je n'entends pas le son. Je ne sais pas si vous l'entendez. On n'entend pas le son, hein, c'est ça? Non, ben on laisse tomber, c'est pas grave. Benoît est éleveur de moutons. Le propriétaire du terrain de Benoît est une multinationale. Elle pompe l'eau du sous-sol pour produire 1,850 milliard bouteilles d'eau minérale par an sous les marques Vittel, Contrex ou Épar. Le business représente 1 milliard de chiffre d'affaires pour le géant suisse Nestlé Waters. Après avoir fait la prospérité de ses agriculteurs et de ses habitants, l'or bleu du sous-sol est devenu la source des problèmes d'une région en plein désarroi. Dans les vergers où pâturent les moutons de Benoît, les points d'eau ont été condamnés. Chaque jour, il se soumet à un rituel dont il aimerait bien se passer. Des milliers de kilomètres pour aller chercher de l'eau dans une région gorgée de pluie. Une fois par jour l'hiver, et jusqu'à 4 à 5 fois l'été, il doit remplir cette citerne de 1000 litres qu'il transporte dans sa voiture. Cette eau, puisée dans la petite fontaine d'un village, est destinée à abreuver ses 500 brebis. Il y avait l'eau à 1,50 m, mais on n'y a pas accès. L'éleveur tient à me montrer un des puits dans lequel il a interdiction de puiser de l'eau. Encore un peu d'escalade. Donc là, ici, il y a un puits, donc il est fermé. Donc nous, on est très respectueux. J'aurais pu, d'un coup de goulette de tracteur, l'enlever et puis pomper l'air. Mais comme c'était interdit, on a respecté. Voilà. C'est un puits qui avait une éolienne pour abreuver les animaux. On voit l'eau là à 1,50 m, l'eau est là, mais interdit. Cette eau qui appartient à qui, cette eau-là? Elle appartient à la nature, mais en fin de compte, elle est réservée pour l'industriel. C'est ce qui nous fait réagir en tant qu'habitants, en tant que paysans. Voilà. Aujourd'hui, après 6 ans de travail, Benoît a décidé de quitter la région de Vittel, de tout laisser derrière lui. Avec ses moutons, il part s'installer à 500 km de là, dans la Creuse. Moi, je ne sais pas si vous avez tout entendu. Moi, j'avais raté le début. Donc, je vous ai peut-être empêché d'écouter si vous entendiez. Voilà, donc en dehors de ce que fait Vittel, comme vous voyez à l'écran, l'eau en bouteille, elle est 100 fois plus chère que l'eau du robinet. Donc après, évidemment, en dehors des conséquences sur la santé, des conséquences sur la planète, il y a des conséquences sur le portefeuille. Donc, on va dire que la bouteille d'eau, c'est 0 pointé. Je vais faire une petite aparté sur notre corps, parce que c'est bien de comprendre la fonction de l'eau, parce que ça, on ne l'apprend pas à l'école. Donc, on va commencer avec les cellules très rapidement. C'est quoi une cellule, etc. Donc, et l'importance de l'eau avec les cellules. Donc, en fait, les cellules sont composées de 90% d'eau. Elles s'agencent en tissus et les tissus en organes. Hein, vous vous souvenez, qu'on était une cellule au départ. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles hydratent dans chaque organe, donc cerveau, poumon, intestin, rein, peau, etc. Et drainent les toxines. Donc, c'est un détoxifiant. C'est donc une déshydratation ou une eau de mauvaise qualité impactera forcément tout le fonctionnement de notre corps. On est d'accord, parce que la cellule, c'est l'écosystème. Donc, si la cellule fonctionne mal, les organes fonctionnent mal, etc. etc. Une petite aparté sur les globules. Donc, c'est tout aussi important que les cellules, parce qu'en fait, nos globules sont composés de plasma, qui lui-même est composé de 90% d'eau. Et donc, ça transporte les globules rouges, porteurs de l'oxygène vital dans le corps. Donc, une fois à l'intérieur de la cellule,
L'eau va utiliser ses caractéristiques de solvant pour nettoyer les cellules et transporter les déchets à l'extérieur. C'est le rôle détoxifiant de l'eau, qui est tout à fait essentiel à notre santé, évidemment. Donc, l'hydratation de notre organisme en profondeur est tout à fait vitale parce que l'énergie et l'influx nerveux sont transmis par les fluides qui circulent à travers nos méridiens. Une petite aparté sur les clusters. Donc, pour avoir une bonne hydratation, là, je vais commencer à vous expliquer c'est quoi une bonne eau. Donc, tendez bien l'oreille, vous allez comprendre. Donc, une bonne hydratation, c'est comment s'organisent les molécules d'eau, surtout. Donc, elles sont les molécules regroupées entre elles et on appelle ça un cluster. Okay? Donc, du fait de leur polarité, un côté négatif, un côté positif. Les molécules d'eau stagnantes ou sous pression s'agglutinent entre elles, un peu à la matière d'aimant. Donc, si l'eau est stagnante dans une mare, dans des tuyaux ou en bouteille, les clusters deviennent des macro-clusters. Et là, on peut regrouper jusqu'à 80 molécules entre elles. Donc, en fait, à l'instar de l'eau vive des torrents de montagne, il n'y a pas de mouvement. Alors que dans la nature, il y a un mouvement permanent. Et donc, ça empêche quoi ? L'apparition de clusters et encore moins de macro-clusters. Et donc, on appelle ça une eau microstructurée. Donc, je vous mets un petit schéma qui vaut 1000 mots. C'est-à-dire qu'imaginez à droite, c'est un filet de tennis. Et puis, vous avez des macro-clusters. Essayez de passer à travers, c'est impossible. Donc, c'est exactement pareil. À droite, c'est la cellule qui aimerait bien accueillir de l'eau, mais elle ne peut pas. Parce que c'est trop gros, ça ne passe pas, donc ça n'hydrate pas. Donc, vous avez beau boire toute l'eau du monde, vos cellules ne seront pas hydratées correctement et totalement. Donc, l'eau agglutinée en macro-cluster perd une partie de ses qualités de solvant, évidemment, et joue moins bien son rôle essentiel de nettoyant cellulaire. Ça n'hydrate pas correctement notre corps. Exemple, la bouteille d'eau hydrate autour de 20%, et l'eau du robinet autour de 50. Donc, au vu des nombreux avantages physiologiques d'une eau structurée en micro-clusters, si vous voulez mieux digérer, mieux nourrir vos cellules en profondeur, mieux hydrater votre organisme, tout en dynamisant votre organisme et le détoxifier, moi, je serais vous, je changerais directement d'eau et je passerais en eau filtrée microstructurée. Je vais faire un petit aparté également sur les radicaux libres qui sont liés à tout ce que je viens de dire. Donc, on a parlé de l'organisation moléculaire de l'eau, mais c'est aussi important de comprendre l'organisation des radicaux libres. Donc, les radicaux libres, c'est quoi? C'est des atomes ou des molécules instables qui cherchent à se lier à d'autres atomes et ça provoque comme ça des réactions en chaîne. Et la prolifération des radicaux libres est à l'origine de notre stress oxydatif et qui provoque quoi? Des phénomènes inflammatoires ainsi que toutes les maladies dégénératives. Ils sont d'ailleurs soupçonnés d'endommager l'ADN et ses télomères. Les télomères, c'est les capuchons protecteurs des chromosomes. Donc, mais rassurez-vous, comme je vous disais en deuxième partie de cette conférence, on vous proposera des solutions qu'on a nous-mêmes testées, validées et qu'on partagera avec vous. Alors, en conclusion, je dirais que le corps ne connaît pas la maladie, il est seulement confronté à des déséquilibres cellulaires, selon le physicien anatomiste Gary Samuelson. Alors, on va faire un petit jeu. Soit vous le notez avec un stylo, soit vous le retenez dans votre tête. Mais voici les symptômes d'un corps déshydraté. Essayez de voir si vous vous reconnaissez là-dedans. Vous avez les troubles articulaires qui sont assez fréquents ou la fatigue chronique qu'on retrouve un peu partout dans notre société occidentale. Les problèmes de peau aussi, il y en a beaucoup. Constipation, quasiment toute la planète occidentale est constipée. Voilà, vous en avez beaucoup comme ça. Et ensuite, on va regarder d'autres effets secondaires également sur l'acidose. Alors, l'acidose, c'est quand votre corps est en acidité. On expliquera ce que c'est. Hein. À chaque chose en son temps, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. C'est les conséquences d'une mauvaise eau. Donc, voilà, tout ce qu'on a
irritabilité, calculs rénaux, une liste infinie. Voilà. Ben maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une eau alcaline. C'est la base élémentaire d'une bonne eau. Voilà, donc en fait, l'idéal d'une eau alcaline, c'est-à-dire au-delà du pH 7, hein, selon le barème hein, qui a été créé. Si vous regardez bien à l'écran, il est là, il apparaît. Donc, vous voyez qu'au milieu, c'est neutre, c'est le 7, c'est de l'eau. Alors, pur, je ne suis pas d'avis avec le schéma, mais ce n'est pas grave, on va le garder comme ça. Ce qui est à gauche, ben, le lait, les sodas, etc., ben, malheureusement, ça crée de l'acidité. Alors, pour ceux qui sont friands de soda, coca et compagnie, ben, vous savez que vous faites beaucoup de mal à votre corps. Et puis, à droite, ben, on va d'une eau de mer, d'une eau hydratante ou d'une eau alcaline jusqu'à l'eau de Javel. Donc, c'est juste pour vous donner une idée pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pH et où classer les diverses boissons qui existent ou l'eau de Javel qui ne se boit pas, évidemment. Donc, l'idéal, je vous ai fait un joli petit schéma en couleur pour comprendre les différents pH de l'eau. Donc, en fait, l'idéal, c'est un pH autour de 9, ce qu'on appelle une eau antioxydante. Donc, à 7, elle est neutre. C'est l'équilibre du corps humain, plus ou moins. À 8,5, elle est hyper hydratante. Et à 9, 9,5, elle est carrément alcaline, antioxydante. Zach vous en parlera en deuxième partie. Il a une grande connaissance de l'eau. Vous pourrez lui poser toutes les questions. Il a toutes les réponses. Ça fait 14 ans qu'il s'y intéresse. Donc, je peux vous dire qu'il en sait beaucoup. Donc, cette eau, elle contribue justement à protéger notre organisme des radicaux libres et de l'inflammation, évidemment. Selon le docteur Hayashi, qui est directeur de l'Institut de l'eau au Japon, il dit que c'est l'eau la plus efficace, l'eau alcaline. C'est aussi une boisson anti-âge. Alors, pour donner un petit exemple, c'est quoi, par exemple, une eau à 2,5 ? Ben, en fait, grâce à cette eau, vous n'avez plus besoin de produits chimiques. Dans les hôpitaux au Japon, on s'en sert pour se désinfecter les mains, désinfecter une plaie. On n'a plus besoin de gel hydroalcoolique qui détruisent la peau, qui nous brûlent, qui sont des produits chimiques. Donc, voilà, il suffit d'une eau à 2,5 et ça y est, c'est bon, c'est réglé. Il y a même une étude canadienne qui a démontré que les produits chimiques en usage domestique augmentaient les risques de cancer de 54%. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'achète jamais de produits industriels pour faire le ménage chez moi. Soit je prends du vinaigre, soit je prends de l'eau. Et idéalement l'eau à 2,5 et puis voilà quoi, on est bien comme ça. Selon Otto Warburg, qui est un médecin physiologiste biochimiste allemand et prix Nobel de médecine en 1931, il a démontré, écoutez-moi bien, que toutes les formes de cancer se caractérisent par deux conditions fondamentales. L'acidose, donc si votre corps est en acidité, et l'hypoxie, c'est le manque d'oxygène. Il dit que la maladie ne peut plus se développer dans un corps alcalin. C'est quand même, ça demande réflexion. Et bizarrement, on n'apprend pas ça en études de médecine. C'est quand même incroyable, non? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour finir sur l'eau alcaline? Elle est prioritairement, évidemment, à offrir aux jeunes enfants et aux adolescents, pour éviter le dysfonctionnement dû à l'acidose durant leur croissance. Bien en amont, moi je dirais les bébés, qui sont de plus en plus nombreux à être nourris au biberon avec du lait en poudre de vache, alors qu'il n'y a pas mieux que le lait maternel, mais bon, c'est comme ça. Les adultes, parce qu'il faut détoxifier son corps constamment, vous le savez. Si la cellule est mal hydratée, etc., je vous ai tout expliqué, si vous avez bien retenu, vous comprenez que c'est à partir de là que tout commence. Les sportifs, pour eux, c'est un effet encore plus positif et bénéfique parce que ça renforce leur organisme qui est soumis à une rude épreuve dans l'entraînement et la compétition ou la récupération. Des personnes qui sont toujours fatiguées, stressées ou en convalescence, c'est assez magique, l'eau alcaline. Ça réagit très rapidement, il n'y a pas besoin de voir l'eau alcaline pendant 6 mois pour trouver une différence. En quelques heures, en quelques jours, vous voyez tout de suite que ça a des effets sur vous. Et Azak vous en parlera, même en quelques secondes, ça a des effets selon ce que l'on fait. Et puis évidemment, les personnes âgées, nos anciens, ça les aide à renforcer le système immunitaire. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin, bégayé. Et ça enraye évidemment l'acidose dont je vous ai parlé.
dont le risque s'accroît naturellement avec l'âge. Donc, les critères d'une bonne santé, comme on est tous soumis à la pollution de l'air quotidiennement, hein, on le sait, intérieur, extérieur. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais l'air intérieur est 80 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, tout ce qu'on respire dans la maison, malheureusement, n'est pas bon. L'alimentation, on est tous victimes de pesticides, de produits transformés, même si on veut y échapper, ça finit toujours par arriver dans l'assiette. L'eau, je viens de vous en parler, sans compter l'eau de pluie acide qui abîme nos sols. Et puis, il faut absolument, on n'a pas le choix, opter pour une stratégie de détoxification quotidienne de nos cellules pour en favoriser leur régénération. Voilà, mes explications sont terminées. J'espère que ça a été clair, suffisamment pédagogique